Cette session sera modérée par Océane d'Auvergne, Marcos Carolus, pardon, où nous aurons également Ioana Maria Gligor, chef d'unité de la santé numérique et réseau européen de référence. Nous avons Beja Ramo, qui est un intervenant qui est expert chez Findata. Nous avons également Emmanuel Bacré, directeur scientifique du Health Data Hub. Nous avons également Irénée Sezoko, qui est chercheuse dans l'unité du système d'information de santé européenne. Nous avons également Bernard Emelin, membre du conseil scientifique du Health Data Hub. Malheureusement, Ségolène Aimé, la vice-présidente du conseil scientifique du Data Hub, ne peut pas être présente. Je donne la parole à Marcus. Merci Health Data Hub de nous inviter. Je voudrais également féliciter Lusa de la part du ministère de la Santé. Nous félicitons lui pour son anniversaire. Nous allons procéder directement à la table ronde. La semaine dernière, la réglementation européenne sur les données de santé a été publiée. Nous allons continuer ici les discussions qui ont démarré et qui vont continuer sur les années à venir. Nous avons plusieurs choses à se dire à ce sujet. Cette session s'appelle la perspective européenne sur le partage des données de santé. La première table ronde concernait surtout le contexte national, en entendu la perspective finlandaise et la perspective française, où maintenant nous allons parler du partage transfrontalier des données. Cette discussion va se diviser en deux parties. La première partie va se poser la question de la situation existante, les partages actuels de données, les barrières, les obstacles. Et ensuite, dans un deuxième temps, nous allons nous poser la question de l'avenir et de ce qui va se passer. Il y aura bien évidemment la possibilité de poser des questions. Si vous avez des questions en tête, gardez-les en tête. Si vous êtes dans la salle, vous pouvez poser vos questions à la fin et nous pourrons également rassembler des questions de la part des participants qui sont en ligne. Vous pouvez utiliser pour cette fin la boîte de dialogue. Commençons donc par une perspective positive à ce sujet. Ce n'est pas un sujet facile, mais nous avons beaucoup d'expérience ici. Nous avons de bons exemples de partage de données de santé par le passé. Nous avons des exemples de l'utilisation de données pour des projets de recherche et pour des prises de décision. Je voudrais donc vous demander à chacun un exemple du partage des données pour des usages secondaires. Nous allons commencer par Ioana. Est-ce que vous avez des exemples positifs? Merci beaucoup pour cette invitation. Au niveau européen, il y a eu beaucoup d'initiatives concernant l'usage de données pour les usages secondaires de données de santé, notamment dans le cadre réglementaire. Ces initiatives ont été soutenues par Horizon 2020 et les infrastructures de recherche européennes. Il y a eu un soutien qui a été fourni pour les registres de recherche sur les cancers. L'Agence du médicament européen a mis en place des initiatives afin de pouvoir surmonter les contraintes auxquelles on a été confronté pendant la période de la pandémie. Ceci étant dit, je pense que l'une des caractéristiques de ce projet était le fait que ces projets étaient orientés notamment sur les maladies et la coopération entre les différentes pathologies était relativement limitée et la coopération entre différents pays était également assez limitée. Il y avait
aussi, dans certains cas, des obstacles juridiques concernant l'accès à ces données pour des usages secondaires. Nous cherchons donc à corriger ces lacunes grâce à la proposition de l'espace européen des données de santé et via le projet pilote sur l'usage secondaire des données de santé. Ce projet vise à soutenir un accès transfrontalier et un usage transfrontalier des données. Par exemple, un chercheur pourrait demander de l'accès aux données en France. Johanna, nous allons explorer ces questions un peu plus tard, mais nous aimerions avoir des exemples positifs de l'usage de données de santé. Vous avez parlé de projets de recherche. Voici donc quelques exemples qui ont été partagés concernant les usages secondaires. On va redonner la parole à Johanna un peu plus tard pour parler plus profondément. Nous allons maintenant passer la parole à Peya pour nous parler des exemples positifs. Bon, je viens du monde de la recherche épidémiologique. Je peux partager l'expérience tirée de deux projets auxquels j'ai participé. Il y avait un premier projet sur les données issues d'hôpitaux psychiatriques. Nous avons étudié 6 pays européens qui étaient partenaires de ce projet, la Finlande, la Norvège, l'Autriche, la Slovénie, la Roumanie. Vous pouvez imaginer qu'ils avaient différents types d'interventions, différents types de systèmes de santé, différents systèmes, régimes de financement de la santé. Nous avons examiné les taux de réhospitalisation psychiatrique et nous avons examiné également la disponibilité, l'acquisition, la gestion et l'interopérabilité des données dans ces différents contextes. C'était un projet de recherche très intéressant et c'était très intéressant de pouvoir mener à bien ce projet. C'était un projet qui a été mis en place sur la période 2014-2017. Ensuite, j'ai participé à l'étude RECAP financée par Horizon 2020 sur la période 2017 à 2021. Et ce projet a rassemblé 20 partenaires venus de 12 pays européens. Nous avions un paquet de travail pour les pays scandinave qui s'est centré sur l'usage secondaire de données de santé. Sur la base de ces registres de données nordiques, nous avons pu étudier des taux de naissance prématurée et les conséquences sur l'âge adulte et nous avons pu utiliser les bases de données très importantes des pays nordiques et voici 2 exemples de l'usage des données, même avant la mise en place de l'espace européen des données de santé. Emmanuel. Le Health Data Hub français est relativement jeune. Nous n'avons pas vraiment participé à des success stories qui existent au niveau européen. Nous participons à quelques projets et nous verrons si cela sera des réussites. Une histoire qui est mise en place avec la Finlande est un projet collaboratif avec des chercheurs français, des chercheurs finlandais sur des maladies cardiovasculaires. Je pense que personne ici ne doute qu'il y aura des success stories si on arrive à organiser l'espace européen de données de santé. Si on réfléchit à la crise sanitaire que nous venons de passer, il semble évident que si nous avions déjà cet espace de données de santé au début de la pandémie, le partage de données aurait été beaucoup plus facile au début de la pandémie. Ça aurait pu être un success story à cette époque-là. Merci, Emmanuel. Irène. À mon avis, comme l'a dit Ioana, une réussite importante a été les infrastructures de recherche européennes, le projet Elixir. J'ai une expérience des projets de recherche sur le cerveau et cela démontre qu'il y a des échanges de données au niveau européen. À plus petite échelle, au sein des universités, on a vu des collaborations
transfrontalière entre des pays membres pour partager des données de santé et de mettre en place des projets permettant de développer de nouveaux outils diagnostiques et de nouveaux traitements. Le seul problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui et que l'espace européen des données de santé pourrait faciliter, c'est le temps d'accès aux données. Merci. Bernard, à vous la parole. Votre microphone est-il allumé? Pour moi, le meilleur exemple, même s'il limité, de partage de données en Europe était la crise sanitaire du Covid-19. Les données qui étaient collectées par chaque pays ont permis aux autres pays d'orienter la réponse sanitaire et politique. C'était des informations qui étaient très intéressantes pour l'industrie pharmaceutique, pour la conception et le développement de nouveaux vaccins ou de nouvelles molécules thérapeutiques. C'était peut-être pas aussi bien coordonné que l'Institut CDC aux États-Unis, qui a un modèle qui était réactualisé toutes les semaines, mais beaucoup d'informations ont été disponibles qui ont permis d'orienter les efforts des producteurs de vaccins. Merci beaucoup, vous avez donné des exemples intéressants. Je suis heureux de les avoir entendus parce que depuis 20 ans, nous finançons des études et s'il n'y avait pas de réussite, ça aurait été un peu inutile d'avoir financé autant d'efforts. Mais c'est bien de, de comprendre que nous avons pu accomplir des choses. Pendant ces années de recherche transfrontalière à l'Union européenne, on a été sans doute confronté à des barrières. Beaucoup de choses ne peuvent pas être résolues en faisant les mêmes choses à chaque fois, en s'attendant à de meilleurs résultats. C'est pour cela qu'une nouvelle proposition est faite. Je voudrais vous demander encore une fois, sur la base de votre expérience, quelles sont les barrières à l'usage des données de santé? Quelles sont les barrières que vous avez rencontrées pendant votre carrière? Nous allons faire l'ordre inverse. Nous allons commencer par Bernard et ensuite j'ai une question spécifique à poser à Iona. Bernard. Nous allons commencer par la documentation clinique de molécules. Vous mesurez souvent le bénéfice et les risques de la plupart des nouveaux traitements grâce à des essais cliniques randomisés. Ces essais qui sont très utiles sont néanmoins très limités. La diversité des patients étudiés ne sont pas peut-être pas très importante. Il y a plusieurs facteurs qui influencent sur le bénéfice et le risque dans la vie réelle. Et n'est pas vraiment capté. Donc, la disponibilité de données issues du monde réel sont complémentaires aux données issues d'essais cliniques. Euh, L'Agence de médicaments européen est standardisée et travaille de manière proche avec ce secteur pour orienter les laboratoires pour l'évaluation des bénéfices et des risques des médicaments. Le problème existe dans la deuxième vague, quand un médicament est approuvé et que vous voulez le mettre sur le marché et vous cherchez à utiliser des données issues du monde réel pour complémenter les études, pour compléter peut-être les incertitudes qui restent même à la fin de vos essais cliniques. Mais vous avez des méthodes différentes selon chaque pays, selon l'évaluation de ces données. Le manque de standardisation de l'évaluation de ces données empêche la coordination de ces données. C'est difficile de mettre en place des essais à grande échelle dans l'Europe. Il faut étudier la situation pays par pays. Cela ne représente pas une valeur ajoutée pour le produit. Il y a des choses à mettre en place, mais je pense qu'on pourrait mieux standardiser l'évaluation de ces usages secondaires de données de santé. Merci. Irène.
Nous menons une étude justement pour étudier les barrières à l'usage des secondaires des données de santé. Certaines barrières existent dans les aspects juridiques, certaines barrières sont liées aux données elles-mêmes et certaines sont liées à un manque de transparence. Je voudrais en citer quelques-unes. Une barrière qui est citée par plusieurs parties prenantes, ce sont les interprétations différentes euh, de la RGPD. Il y a des autorités dans différents pays qui interprètent cette réglementation sur la protection des données de manière différente. Certaines autorités vont demander, il serait intéressant de réunir les différents juristes pour se mettre d'accord sur l'interprétation de cette législation. Une autre barrière plus technique, c'est le fait qu'il n'y a pas de catalogue commun où on retrouve l'ensemble des ensembles de données en Europe. Donc, il y a un problème euh, de trouvabilité de ces données. Ensuite, il y a une question d'interopérabilité. Pour pouvoir partager des données entre les institutions, entre les pays, il faut avoir des données qui sont structurées et qui sont interopérable. Il faut un moyen harmonisé pour la collecte et l'entreposage de ces données grâce à des modèles de données standardisés. Ensuite, Emmanuel. Il sera difficile d'avoir une intervention originale après ce qui vient de dire. Moi, je discute souvent avec Irène et Bernard tout le temps, et les barrières sont les mêmes. Si je dois résumé, la plupart des barrières viennent de cette question de l'interopérabilité. Les barrières juridiques font partie de cette question d'opérabilité. Nous avons très souvent des systèmes de gouvernance très hétérogènes, même au niveau national. L'interopérabilité est un problème majeur au niveau national et un problème encore plus important au niveau européen. Mais nous avons également un problème d'interopérabilité juridique au sein des pays et entre les pays. C'est un cauchemar si on veut euh, euh, aborder ce problème au niveau européen. Ensuite, vous avez l'interopérabilité syntaxique, le fait de vouloir que l'ensemble des ensembles de données ait même format. Vous avez également une interopérabilité sémantique. Le codage de ces bases de données doivent être similaires parce que pour que nous puissions savoir que quand on parle d'une maladie, on parle tous de la même maladie. On a eu rencontré ce problème au début de la pandémie parce qu'il n'y avait pas de test de dépistage du Covid. Tout le monde parlait de Covid, mais on parlait tous de choses différentes. S'il faut garder un mot en tête, c'est le mot de l'interopérabilité. Oui, comme Bernard a dit, c'est très difficile de parler en ce moment, mais je peux simplement confirmer toutes les inquiétudes que les intervenants précédents ont dit, que nous avons aussi remarqué dans nos études, que l'interopérabilité, l'harmonisation sont de gros défis, et puis évidemment la protection des données, la sécurité des données, les interprétations du GDPR, pas simplement les différences entre pays, mais localement, il peut y avoir des différences par rapport au registre, manière de garder les données dans des parties différentes du même pays. Et le manque de métadonnées, c'est un problème. C'est difficile de savoir, de commencer votre étude si vous ne savez pas ce qui est présent dans les données. C'est compliqué sans métadonnées de pouvoir comprendre les données pour les utiliser. Et bien sûr, du point de vue nordique, connecter les données ensemble, c'est très facile dans les pays nordiques. Dans la première table ronde que nous avons eue, nous avons discuté de ces choses-là. Nous avons tout ce qu'il faut, mais je suis sûre que c'est un plus grand défi dans d'autres pays européens pour être sûr que nous connectons la bonne personne aux bonnes données. Et puis il y a la question de la disponibilité, et j'aimerais ajouter encore autre chose. Et nous parlons surtout sur l'Europe, le partage en Europe, mais il y a le problème aussi des partenaires transatlantiques. Ça, c'est encore un autre défi.
dans ces projets. Merci. Maintenant, nous avons entendu 4 experts. Vous étiez d'accord sur beaucoup de domaines. J'aimerais maintenant demander à Iona, concernant ces barrières. J'aimerais mentionner que si quelqu'un d'entre vous avait pu lire les propositions, les études parlent de beaucoup de vos études. Il y a beaucoup de références à vos études. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez aimeriez ajouter de votre point de vue? Qu'est-ce qui peut être une barrière majeure? Et également pour répondre sur la nouvelle proposition qui essaie de trouver des réponses à ces solutions. Et passer un peu de temps, s'il vous plaît, pour nous expliquer comment vous allez résoudre le problème de toutes ces barrières. Bien. C'est très difficile d'être original sur cette question des barrières. Nous avons vu plus ou moins les mêmes barrières, hein, chacun d'entre nous. J'aimerais juste peut-être ajouter que en termes d'opérabilité légale, l'interprétation de GDPR, c'est quelque chose qui était très fragmenté. Dans certains pays, il y avait une surutilisation du consentement qui créait des coûts supplémentaires, les difficultés pour obtenir les données. Il y avait certains pays, mais je pense surtout la France et la Finlande, qui sont des exemples qui nous ont inspirés pour utiliser les opportunités sous l'article 9 GDPR concernant la loi nationale, c'est-à-dire utiliser les données pour la création de stratégies. Donc, ce que nous avons fait pour faire face à ces barrières d'interopérabilité et aussi le côté légal, en utilisant les opportunités du GDPR, c'est et aussi de nous avoir quelque chose qui soit harmonisé avec la loi de l'Union européenne, harmoniser les conditions d'accès pour l'innovation, pour la création de régulations, etc. Voilà. Ce que nous essayons de faire, c'est de fournir la sécurité, les mécanismes de sécurité pour l'utilisation des données. Et je pense que, en parlant de la question d'interopérabilité, ce que nous avons vu à l'égard de toutes les lois sur l'utilisation secondaire dans tous les pays membres, c'est la confiance, c'est-à-dire qu'il y a une institution qui fournit des données pour des projets spécifiques et puis l'utilisation d'un environnement sécurisé. Et il y a une limitation à cause de cela. Il y a la minimisation des données, seulement ce qui est utile. Parfois, l'utilisateur n'a pas la clé pour identifier quand c'est nécessaire les données. Il y a aussi des conditions très strictes qui interdisent la réutilisation du sujet. Et dans le contexte de la proposition, nous avons créé une liste de manière très explicite les buts permis et des buts interdits. Et c'est quelque chose du point de vue de la loi française et finnoise. Il y a des buts qui sont prohibés, c'est-à-dire que un exemple, c'est d'utiliser les données contre la personne elle-même, par exemple pour modifier des primes d'assurance ou produire créer des produits ou des services qui pourraient nuire à des personnes. Et je pense que voilà, ce sont les éléments que nous avons essayé de prendre en compte en termes d'organisation. S'agissant des questions sémantiques et la qualité des données, pour cet aspect-là, nous avons essayé de regarder la chose en 2 étapes. D'abord, première étape, comment les données ont été collectées pour l'utilisation primaire et aussi du point de vue de la qualité des ensembles minimums et puis le catalogue dans le contexte de l'utilisation secondaire pour que le chercheur sait
quelles données existent et où. Et nous essayons aussi au niveau de la Commission européenne, nous essayons de créer un catalogue d'ensemble de données pour qu'un chercheur de la Finlande sait ce qui existe en France, aux Pays-Bas, etc. Et qu'il puisse également, à travers une nouvelle infrastructure, où nous avons lancé un projet pilote, nous essayons de soutenir la communication entre les différentes entités concernées par l'accès aux données. Par exemple, si un chercheur français qui fait une demande à un centre français peut aussi poser la question à quelqu'un, aux autorités finnoises et à certains autres pays, mais je ne sais pas exactement lesquels. Je ne sais pas qui a gagné encore, je ne sais pas qui a gagné pour le projet pilote, je ne peux pas spéculer là-dessus. Mais l'idée serait qu'il y a une possibilité de faire une demande et après les différentes organisations transfèrent la demande entre elles pour soutenir le chercheur qui pourrait avoir donc accès aux données dans les différents États membres. Également en termes de la coopération externe, il y a d'autres éléments dans la proposition qui pourraient permettre, par exemple, l'extension de la coopération. Basiquement, il n'y a pas de restriction en ce qui concerne les entités d'accès aux données de santé. J'espère que j'ai bien répondu dans ces domaines et aussi d'autres choses qui doivent être faites. Et j'aimerais encore remercier TEDAS pour leur action conjointe qui ont déjà commencé à identifier les barrières et les solutions à ces barrières. Également, clairement, ces éléments doivent être adressés. Et un autre élément en termes de confiance et de sécurité, l'environnement sécurisé est un élément qui est conjoint à tous les pays. Et nous projetons aussi la mise en place des normes de sécurité au niveau européen, en construisant cela sur le travail déjà accompli dans les pays qui ont déjà plus d'expérience dans ce domaine. Et ça sera par une loi d'implémentation. Merci. Bien sûr, c'est difficile d'expliquer sans DDA et avec les contraintes de temps parce que la proposition est complexe. Mais est-ce que vous pensez que la proposition peut s'adresser aux problèmes dont vous avez parlé, et non seulement basé sur votre réponse, mais peut-être si vous avez d'autres expériences. Donc maintenant, nous allons commencer avec Midden, par ordre inversé. Oui, je crois que c'est très intéressant et je pense que là, nous nous attaquons à beaucoup de barrières clés et j'ai beaucoup d'espoir, surtout les questions de métadonnées, comme vous avez mentionné, et à FinData, j'ai été responsable pour la coordination de notre catalogue de métadonnées et j'anticipe avec beaucoup de choix le fait de faire ça au niveau européen. Et je pense que ça fait partie des questions clés ici. Bien sûr, à FinData, nous prenons très au sérieux la protection et la sécurité des données de manière très sérieuse et je suis très contente, je suis ravie d'avoir des normes européennes pour sécuriser le partage entre pays. Donc, j'anticipe cela, oui. Oui, bien sûr. C'est vraiment un grand progrès et une grande étape vers l'avenant qui s'adresse à la plupart des barrières, l'harmonisation, les règles d'accès, etc. Mais nous avons aussi pu imaginer que c'est clair que nous avons ce temps d'accès fixe. Ça, c'est une question très importante. Et également que
que ça mentionne toutes les règles dans les différents pays pour bien comprendre et les rôles de chaque partie prenante dans chaque pays. Et puis, il y a une grande question majeure qui est adressée par le texte, c'est la valorisation financière. Et nous n'en avons pas encore parlé. Le texte ne résout pas le problème, mais il propose un cadre pour la résolution du problème et c'est une avancée majeure parce que c'est un problème très complexe dans tous les pays et aussi au niveau européen. Comment nous devrions calculer le prix par jour pour l'accès et un cadre pour cette discussion dans le texte et ça c'est vraiment bien. Oui, je crois que cette proposition, c'est une grande opportunité qui s'adresse à la plupart des barrières et propose certaines options. Et il y a quand même quelques questions que j'ai encore. D'abord, quelque chose qui pourrait être utile serait un document de référence où vous pouvez voir le standard technique, le standard sémantique dans lequel selon quel modèle les données sont stockées dans différents catalogues au niveau européen. Ça, c'est une question. Et puis, deuxièmement, vous avez une liste dans la proposition de loi des buts pour l'utilisation secondaire. Est-ce que cette liste est extensible? Est-ce que l'utilisation des données des chercheurs privés, est-ce que ça fait partie de cette liste? Oui, voilà. Voilà, c'est mes questions pour maintenant. Ioanni, voulez-vous réagir tout de suite? Bernard. Je crois que il n'y aura pas de redondance entre nos réponses. J'aimerais me focaliser sur la question du guichet unique pour l'industrie, guichet unique pour toute l'Europe. Ça pourrait éviter beaucoup de complexité administrative et aussi la question du timing. C'est très sensible parce que souvent c'est très serré au niveau du timing et ces deux éléments seront regardés après les pilotes. Et je pense que... Ioanna, voulez-vous réagir aux questions d'Irénée? Concernant le modèle commun de données, c'est quelque chose qui fera partie du label de qualité, parce que ça figurera parmi les critères de ce label. Mais il y aura plus de détails sur ces éléments au niveau de la législation et par la suite, ça sera mis en œuvre selon la source et l'ensemble des données. Et puis, il y a aussi cette possibilité de l'utilisation d'un set de données minima et il y a certaines règles par rapport à ça. Pour les buts d'utilisation, ça faisait partie des discussions très complexes et je pense que ça sera encore plus complexe dans le contexte des négociations. La proposition ne distingue pas entre les sources publiques ou privées de données. Donc, nous avons regardé très soigneusement la législation finnoise et française sur cette question. Et à la base, nous avons essayé d'articuler, d'exprimer très clairement par la loi sur les données par rapport à l'accès du secteur public aux données qui viennent des entités privées, surtout pour les urgences, pour que les entités pourraient soutenir l'accès du public aux données, mais au-delà de ça, il faut comprendre qu'il y a un besoin des secteurs publics et privés ils auraient besoin d'avoir accès aux données privées, mais en dehors des situations d'urgence. Et dans ce contexte, nous essayons de créer ce cadre avec d'autres moyens de sécurisation.
Nous allons voir jusqu'où vont les négociations sur ce point-là. Il y a également la possibilité et pour les entités publiques et privées avoir accès aux données. Il y a des éléments par rapport à l'utilisation privée, par exemple dans le sens de la recherche, l'innovation, le développement des produits, mais il reste encore une focalisation sur la contribution à l'intérêt général. Par exemple, la santé publique, la santé, la sécurité des appareils et produits médicaux, etc. Et beaucoup de travail a été fait par des entités existantes qui a besoin d'être développées plus pour mieux définir ces buts d'utilisation. Et je pense que ça va être un grand sujet dans les négociations entre ceux qui vont légiférer entre différents pays. Maintenant, concernant la base légale, l'Espace européen des données de santé donne une base légale et aussi des obligations aux détenteurs de donner accès, mais à la base, les utilisateurs de données doivent montrer leur base légale dans le contexte des articles 6 et 9 de GDPR, c'est-à-dire montrer que c'est dans l'intérêt du public. Et probablement, c'est aussi un élément très important qui a été pris en compte, par exemple, avec la révision, avec la réglementation, pour être sûr que l'accès est assuré. Merci beaucoup pour ces réponses. Je pense que maintenant, nous pouvons mettre d'accord que la régulation résout certains problèmes, mais ça, c'est une chose. Au niveau réglementation, nous pouvons dire on va mettre une colonie sur Mars, mais si vous n'avez pas de roquettes, vous ne pouvez pas le faire. Donc, Irene, vous avez contribué à cette question en demandant au pays quelle est leur capacité pour agir dans l'utilisation secondaire. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que nous avons la capacité pour mettre tout ça en œuvre? Oui, juste très rapidement, ce que nous avons fait dans les visites au pays. Donc, TEDAS, depuis 1 an, a planifié de faire 12 visites au pays. Pour l'instant, nous n'avons fait que 6. Ce que nous faisons, c'est que nous faisons une cartographie des systèmes de gestion de données de santé avec des entretiens avec 15 ou 16 parties prenantes dans les hôpitaux, les chercheurs. Et nous leur posons des questions sur les collections de données qui sont disponibles dans le pays, comment est-ce qu'ils stockent, comment est-ce qu'ils ont accès, l'interopérabilité, l'infrastructure. Et puis, pour répondre à votre question, nous avons posé des questions sur leur volonté de se joindre à l'espace européen, à leurs ressources, à leurs besoins, et en termes de formation, de quoi est-ce qu'ils ont besoin pour créer de la capacité. Donc, en général, il y aura des commentaires après tout ça. Je peux dire que la première chose basique, c'est qu'il faut quelqu'un, un facilitateur pour la digitalisation. C'est peut-être pas très étonnant, mais certains pays membres ont encore des données sur papier. Donc, la première chose, c'est que toutes les données de santé doivent être numérisées dans un format structuré. Et Johanna a aussi dit qu'on a besoin d'identifiants uniques pour faciliter l'utilisation secondaire et pour faire la connexion entre les données. Donc ça, c'est un point général et très basique. Un autre point important, c'est que dans tous les pays jusque-là, nous avons vu que politiquement, tout le monde veut se joindre à l'espace européen. Il n'y a personne qui est contre, tout le monde voit les bénéfices. Tout le monde a déjà commencé à travailler vers ce but pour créer ces entités d'accès, pour créer un point d'accès national, faciliter l'utilisation secondaire dans les pays membres. Donc, les pays se préparent. Ça, c'est vrai. Pour les ressources, il y a beaucoup de besoins au niveau de ressources financières et humaines pour des gérants de
de données, c'est un nouveau job, je pense. Et puis, il y a il y a des experts en sécurité, cybersécurité, par exemple, des analysateurs de données, etc. Et il y a une idée qui vient de la Belgique pour créer une académie de données de santé, une sorte d'université. Vous allez former des personnes dans tous ces emplois différents. Et puis, les besoins de formation seraient comment avoir accès aux données pour que le processus soit plus transparent et aider et soutenir des chercheurs. Parce que peut-être ces chercheurs ne seront pas au courant de tous ces processus administratifs. Et puis, un autre aspect pour la construction de la capacité, c'est de bien comprendre les données pour pouvoir expliquer aux fournisseurs dans le secteur santé et leur expliquer l'importance du stockage des données de manière structurée et les bénéfices. Par exemple, au Danemark, ils le font. Ils ont une infrastructure informatique dans tous les hôpitaux qui aide les fournisseurs à stocker les données de manière correcte et ils reçoivent des retours très positifs s'ils l'ont fait correctement et ils peuvent voir les bénéfices. Donc, c'est une bonne pratique. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite réagir sur cette question de capacité et de renforcement de capacité? Il y en a. Concernant la question de la numérisation, je veux souligner qu'il y a des fonds importants au niveau de chaque État membre. Il y a la facilité de reconstruction et de renouvellement où les États membres ont mis de côté 12 millions d'euros pour la numérisation au niveau des hôpitaux. C'est une initiative tout à fait positive parce que cela aura un impact tout à fait positif sur la disponibilité des données. Concernant l'Académie des données de santé, nous cherchons à mettre en place l'Académie de l'espace européen des données de santé. L'Agence européenne de médicaments cherche à mettre en place des formations et nous voulons créer un espace où toutes ces formations pourront être mises à disposition des chercheurs. Peut-être qu'il y aura des discussions à poursuivre de manière plus approfondie sur la meilleure manière de mettre en place ce type d'initiative. En ce qui concerne le renforcement de capacité, TEDAS travaille sur le benchmarking des éléments principaux nécessaires pour le renforcement de capacité. La Commission va lancer une initiative de renforcement de capacité dans le cadre du programme de travail 2022, du programme EU for Health, et nous cherchons à soutenir la même approche concernant l'usage secondaire des données en nous basant sur le travail de TEDAS. Nous cherchons également à soutenir des projets de jumelage pour que des experts venus des pays plus avancés pour soutenir les pays qui sont moins avancés pour fournir une assistance et un soutien. Il faut également ce benchmarking. On peut tirer l'expérience des différents pays. En ce qui concerne l'éducation aux données, il y a des initiatives pour améliorer l'éducation informatique des infirmiers et des médecins. C'est des initiatives qui pourront être mises en place par les universités. Et dans le cadre de la formation continue de médecins et d'infirmiers diplômés, il y a des ressources importantes qui sont mises à disposition. Je n'ai pas en tête les allocations actuelles dans le cadre des programmes existants. Il serait intéressant de se poser la question de ces financements, mais au moment du bilan à mi-parcours du fonds de cohésion, et dans le cadre de le Fonds régional de développement et du Fonds social européen, il y aura peut-être des financements pour ces initiatives.
Nous sommes presque à la fin de notre temps imparti, mais j'ai encore 3 questions rapides. J'aimerais vous demander une réponse rapide. On va commencer par PIA, parce qu'on parle encore de cette question de capacité. La Finlande a FinData. Est-ce que nous sommes prêts donc à mettre en œuvre ces législations nécessaires? Est-ce que ce sera facile? PIA. Je ne dirais pas que c'est une balade de santé, c'est plutôt une visite à une parc d'attractions avec des montagnes russes, des hauts et des bas. Et nous avons sans doute un temps d'avance par rapport à d'autres pays. Et la proposition d'un espace européen de données de santé est intéressant parce qu'il y a des similitudes et des différences par rapport à notre situation en Finlande. Mais nous sommes en attente de la constitution de ce réseau de collègues dans différents pays. Nous sommes très heureux de cette collaboration avec la plateforme de santé française et nous sommes en attente de la création des plateformes dans différents pays. Nous sommes tout à fait prêts à donner nos conseils et partager notre expérience. La question que j'avais pour Emmanuel, avant l'adoption du texte européen, vous, vous êtes un candidat, votre consortium est candidat pour le partie pilote du projet de cet espace européen de données de santé concernant les usages secondaires. Comment est-ce que cela peut aider les États membres? Oui, nous sommes en train de rassembler un consortium. Nous travaillons avec Findena et Senseana, où nous travaillons également avec le Danemark, la Norvège, l'Allemagne, la Croatie, l'Hongrie. J'espère ne pas avoir oublié d'autres partenaires. Et nous avons également des infrastructures de recherche européennes. Elixir, par exemple, c'est un consortium très large avec 2 objectifs principaux. Le premier étant de construire des passerelles entre les différentes plateformes nationales qui existent déjà afin d'en créer un réseau pour permettre de mettre en œuvre ce service central de création de catalogue de métadonnées. On pourra opérer un service central, avoir une plateforme unique pour l'ensemble des pays. C'est la proposition que nous mettons en avant si nous sommes retenus dans le cadre de ce projet. Voilà, notre proposition, en tout cas, c'est de mettre en place ces solutions aux barrières dont nous avons parlé. Le deuxième objectif, c'est d'essayer de créer des cas d'usage réussis. Nous proposons 9 cas d'usage. Si nous sommes retenus, la commission va choisir parmi ces 9 cas d'usage des exemples à mettre en place pendant une période de 2 ans. Le pilote va durer seulement 2 ans. C'est très court, mais nous espérons pouvoir avoir des réussites sur ce temps. Une dernière question pour Bernard. Vous entendez souvent ces discussions au niveau européen dans différents forums, mais vous venez du secteur de l'industrie. Est-ce que nous sommes aux prises avec les vraies questions que vous voyez d'un point de vue du marché? Est-ce que le secteur prend suffisamment en compte ces discussions? Le secteur est-il suffisamment pris en compte dans le cadre de ces discussions politiques? Bernard. J'utilise un métaphore. Quand on construit une maison, il faut poser un fondement. Sans les données de qualité, sans la capacité de savoir quelles données vous possédez, sans la capacité de créer des réseaux qui fonctionnent, il est très difficile de fonctionner ensemble. Vous pouvez néanmoins construire d'autres étages. Il y a des étages, des couches de standardisation, de méthodologie, d'usage des données. Nous sommes, nous voulons qu'on puisse aller très vite sur ces aspects de la donnée. Nous avons du retard par rapport aux États-Unis, mais il y a des avantages qui pourront être les nôtres concernant la qualité des données. Et le secteur sera prêt à mettre en place des projets une fois que ce système sera mis en place.
Nous en sommes maintenant à la fin de notre table ronde d'aujourd'hui. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris aujourd'hui, vous n'êtes pas les seuls parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui ne comprennent pas beaucoup de choses sur les usages secondaires de données de santé. Et c'est pour cela que Fundata a créé euh, une vidéo d'une minute pour expliquer ce que c'est que l'espace européen des données de santé. J'espère que nous pourrons vous montrer cette vidéo. Ensuite, il y aura la possibilité de poser des questions. Merci beaucoup. Nous allons donc prendre des questions. Il reste 9 minutes et je pense qu'il y a plusieurs bonnes questions. J'ai une question qui a été posée. Je sais que c'est un sujet dont nous avons parlé. Pour les pays qui ont des données de santé sous format papier, est-il possible de transférer ces données sous forme électronique ou est-ce qu'il faut abandonner ces données? Je pense que la réglementation dit que c'est une initiative volontaire de numériser ces données, mais est-ce qu'il serait fiable de transférer ces données? Irène, je pense par exemple que si on crée des modèles avec des champs qui peuvent être remplis en ligne, il serait mieux de transférer ces données sur papier pour les mettre en ligne sous format standardisé plutôt que de laisser de côté ces données. Emmanuel? Il faut comprendre ce dont on parle quand on parle de données papier. Si on parle des manuscrits des médecins, oublions. Il y a vraiment un problème. Même pour un être humain, il est très difficile de lire les écrits des médecins, et encore moins médecins. Blague à part, je pense que tout dépend du papier dont on parle. Je pense qu'on pourrait trouver certaines données sur papier qui seront extrêmement utiles et qui sont très variables. Il ne faut pas tout jeter, mais il ne faut pas dire non plus que toutes les données sur papier sont à collecter. Ce serait complètement fou. Bernard. Je pense qu'il y a eu toute une période où on a utilisé le papier pour collecter les données issues des essais cliniques avant de les transformer sur un format informatique. C'est possible, mais cela prend du temps et il y a une étape de validation des données qui coûte de l'argent. Donc, si vous avez du temps, de l'argent, c'est possible et ça peut être très utile. Y a-t-il des questions dans la salle, des personnes qui souhaitent lever la main pour poser une question concernant cette collaboration européenne? Vous avez une bonne opportunité de poser une question à Johanna. Nous avons lu la proposition de la mise en place de l'espace européen des données de santé et j'ai été surprise d'apprendre que les données issues d'essais cliniques est inclus dans cette réglementation. Pour vous, qui représentez le secteur pharmaceutique, quelles sont vos réflexions à ce sujet? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourra se mettre en place? Bernard Hanoulin.
l'utilité de l'usage de ces données est tout à fait évidente. Ce sont des données qui sont très propres et ce sont des données qui sont très utiles pour éviter des risques. Mais il y a des questions sensibles, la protection des inventions. Il y a une question de protection des données sensibles. Je pense qu'on tend à voir que les laboratoires sont de plus en plus ouverts au partage des données au niveau de chaque patient et non seulement des données agrégées comme nous le faisons déjà dans les conférences. Moi, personnellement, j'y suis très favorable. Moi, je pense que c'est une étape importante pour accélérer les transformations euh, à condition qu'il n'y a pas de risque de violation des brevets, mais je pense que cela sera protégé par la législation. Nous avons reçu une question de la part du public en ligne. Le Royaume-Uni connaît une opposition assez forte quant au partage des données de santé. Comment est-ce qu'on va éviter ce problème dans le cadre de l'espace européen des données de santé, avec des personnes, par exemple, qui refusent de donner leur consentement? Déjà, oui, en Finlande, on voit qu'il y a cette possibilité de ne pas donner son consentement en Finlande et nous avons été surpris de voir qu'il n'y a pas tellement de refus, même si cette possibilité existe sur le site web. Mais je pense que c'est une question d'information du citoyen. Je pense que la vidéo que vous avez présentée est très utile à ce sujet. Expliquer ce qu'on va faire de leurs données. Ce n'est pas une nouvelle initiative qu'on commence à utiliser ces données de santé. Les données sont utilisées depuis des décennies. Il faut dire que ce sont des données qui sont utilisées depuis longtemps, mais nous utilisons pour de bonnes raisons et nous améliorerons la sécurité et la protection des données. Donc, les choses évoluent dans le bon sens, mais je voudrais encourager la discussion avec la société civile. Emmanuel. Une manière de le dire, ce n'est pas de dire que nous voulons éviter les refus de consentement. C'est pas ça. Nous voulons surtout informer les citoyens, éduquer les citoyens. Ensuite, certains citoyens vont dire nous voulons plutôt refuser le consentement et ce sera un choix clair. Et certains Oui, allô? citoyens vont dire non. Je pense que la plupart des citoyens vont Pardon? accepter de donner leur consentement. Le but, ce Ah, n'est ok, pas de dire j'arrive, que nous allons j'arrive. les enseigner, les éduquer afin d'éviter qu'ils refusent le consentement. Il faut informer et éduquer sans avoir d'arrière-pensée. C'est quelque chose de très dangereux de dire qu'on veut éviter ces refus de consentement. Donc, on efface les bandes. On va effacer cette expression. Une chose que nous avons entendue en Finlande, qui est assez similaire à ce que vous avez dit, nous avons fait une étude des attitudes des et nous avons analysé des données scientifiques et nous avons vu que plus ils sont informés, plus ils acceptent et moins ils connaissent et moins ils acceptent. C'est un, c'est un, c'est un peu la même chose avec la migration. Les endroits où ils ont qui connaissent moins l'immigration ont le plus crainte des migrants. Il faut être ouvert et transparent. Il faut communiquer très clairement sur la mise en place de cet espace européen des données de santé pour que les citoyens puissent connaître euh, les bénéfices de cette initiative. Et s'ils veulent refuser le consentement, il faut que cela soit facilité. C'est un choix de citoyen. C'est la conclusion de notre table ronde. J'ai eu la possibilité de donner la dernière parole. Merci de votre attention. Merci d'avoir été présent. Cette discussion va continuer sur Twitter et sur d'autres médias sociaux et je serai très heureux de discuter avec vous le sujet de cet espace européen des données de santé.